Bienvenue à tous. Donc, je vous propose pour cette dernière session du CLIC 2020, un petit retour d'expérience sur la mise en place d'une classe inversée pour l'enseignement de la programmation Python à l'université. Donc n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions, j'essaierai de les prendre au vol et puis sinon j'y répondrai bien évidemment à la fin, il y aura un temps de discussion. Donc, en fait, un autre titre de cette présentation, ce serait une classe inversée, donc sans vidéo, pour apprendre à programmer presque sans ordinateur. Et j'essaierai de vous expliquer un petit peu pourquoi ce sans vidéo et ce sans ordinateur. Donc, bonjour à tous. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis maître de conférence à l'Université de Paris. Je suis chercheur en bioinformatique. Donc, la bioinformatique, c'est une science qui s'intéresse à développer des algorithmes, des méthodes ou des outils informatiques pour analyser des données en biologie, donc à différents niveaux. Donc moi, je ne suis pas informaticien de formation, mais je programme quasiment tous les jours. Je développe des algorithmes, des programmes en Python notamment. Voilà, c'est mon quotidien. Donc à la fois sur la partie recherche et aussi sur la partie enseignement, comme vous allez le voir. Alors au menu, moi je vous propose d'essayer de répondre à ces 4 questions sur le temps imparti. Pourquoi cette classe inversée? Comment je l'ai mise en place? Donc je vais essayer de vous donner des petites astuces, vous expliquer pourquoi j'ai utilisé cette activité plutôt qu'une autre pour l'apprentissage de la programmation Python. Qu'est-ce que ça donne après? Qu'est-ce que m'ont dit les étudiants à l'issue de cette expérimentation? Et puis qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant, surtout dans un contexte de distanciel? Je vous présenterai 2 petites astuces pour essayer de s'en sortir. Donc je vais essayer de vous présenter l'organisation du cours, hein. À l'université, on a des choses qui sont assez différentes du lycée. Donc là, donc le cours s'appelle Programmation Python 1, donc qui concernait 29 étudiants de master 1, donc un bac+4, d'un cursus de bio et de chimie informatique, qui étaient tous débutants en programmation. Donc ils n'avaient jamais fait de programmation avant ce cours. Et donc le cours a eu lieu de septembre à décembre 2019, donc avant l'épidémie de Covid. Donc on était tous en distanciel, tous ensemble, et donc était constitué donc de 7 séances de cours magistraux de 2 heures et de 8 séances de travaux pratiques, donc de TP de 2 heures, cette fois-ci en salle machine. Donc les cours magistraux, eux, ont eu lieu dans des salles tout à fait banalisées. Et donc, le focus sur la classe inversée va concerner ces 7 séances de cours magistraux. Et donc, pour mettre ça en place, j'ai eu la chance de bénéficier d'un accompagnement par 2 conseillères pédagogiques qui s'appellent Antoinette Bouziane et Marine Lantéry, qui travaillent pour le service d'accompagnement aux pédagogies innovantes et à l'enseignement numérique de Sorbonne Paris-Cité. Donc, pour la suite, on appellera ça Sapiens. Et donc, ils m'ont accompagné sur 2 après-midi pour discuter effectivement du dispositif de formation, comment je mettais ça en place, est-ce que je respectais bien mes objectifs pédagogiques, et cetera, et cetera. Donc ça a été une aide vraiment, vraiment précieuse. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre en place cette classe inversée? Tout d'abord, ça faisait 10 ans que j'enseignais Python à l'université, depuis la L2, donc bac+2 jusqu'au master, donc bac+5. Donc j'avais suivi par ailleurs une formation à la pédagogie par le service de pédagogie qui s'appelle Sapiens chez nous. Et puis j'avais surtout envie de recentrer mes sessions de cours, des sessions de cours magistraux, vers les étudiants, vers les apprentissages des étudiants. Alors, pour vous donner une ordre d'idée, moi, quand j'ai commencé à enseigner Python, j'avais tout un diaporama, donc j'avais, je ne sais pas, plusieurs dizaines de diapositives que j'enchaînais avec les différentes commandes qu'il fallait connaître en Python. C'était laborieux à faire et j'imagine que c'était absolument horrible à à entendre. Alors éventuellement, je ponctuais ça de petites démos, mais c'était quand même très basé sur du diaporama. Progressivement, je suis passé sur du live coding où cette fois-ci, on a quasiment éliminé les diapos. En fait, j'avais mon écran qui était vidéo projetée et je faisais des démonstrations live des différents concepts qu'il fallait découvrir et travailler et connaître en Python. Donc ça, c'était intéressant parce que ça permettait en fait aux étudiants de me poser des questions directement. J'y répondais, enfin, je répondais directement en codant ce qu'il fallait. Et ça a été intéressant pour l'interactivité. Mais c'est toujours moi qui faisais les choses et pas les étudiants. Et puis, finalement, voilà, j'ai décidé d'inverser, c'est-à-dire que c'est les étudiants qui, en CM, en cours magistraux, vont travailler et voilà, et travailler leurs apprentissages. Alors,
là, je voudrais insister sur l'enseignement de programmation Python. Pour moi, il a 3 niveaux de difficulté ou 3 niveaux d'abstraction qui sont tous bien distincts les uns des autres et qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est en fait, pour savoir programmer, il faut connaître les concepts universels de programmation. Alors, quasi universels. La notion de variable, la notion de boucle, la notion de test, la notion d'opération sur les variables, par exemple. Tout ça, c'est des concepts universels qu'on trouve sur la quasi-totalité des langages, au moins de haut niveau, et il faut comprendre ce que ça veut dire. Ensuite, quand vous allez faire, vous allez travailler un langage de programmation en particulier, Python ici, eh bien, il va falloir connaître, le vocabulaire et la grammaire à ce langage. Donc ça ressemble beaucoup à un langage humain finalement. Quand un langage informatique, il faut connaître les vocabulaires, c'est les instructions de ce langage et puis il faut connaître la grammaire, c'est-à-dire comment je vais organiser, toutes ces, instructions, tout ce vocabulaire pour que ça prenne sens, pour l'ordinateur. Et puis il y a un troisième niveau d'abstraction qui est la manipulation d'un ordinateur. On fait de l'informatique, donc a priori, on a besoin de taper un certain nombre de commandes, de donner des instructions à une machine, à un ordinateur. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas parce que nos étudiants, ils sont nés avec un téléphone portable ou une tablette dans les mains qu'ils savent forcément bien connaître ce que c'est qu'un ordinateur. Alors, je suis très heureux d'ailleurs qu'au lycée, on ait l'enseignement NSI qui arrive au lycée, parce que je pense que ça va vraiment aider ce qu'on appelle la computer literacy. Alors moi, ce que j'appelle, c'est l'alphabétisation ou la fluence numérique, c'est-à-dire comprendre c'est quoi un ordinateur, qu'est-ce que c'est qu'un fichier, un système de fichiers, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est des choses vraiment très, très intéressantes. Donc en fait, ça fait 3 niveaux d'abstraction. Et c'est donc potentiellement ces 3 sources de difficultés pour les étudiants. Et l'idée, c'est qu'évidemment, ils puissent être compétent sur ces 3 niveaux d'abstraction, sur ces 3 niveaux de difficulté. Alors, par ailleurs, pour mettre en place cette classe inversée, donc moi là, je suis sur une classe inversée de type 1. Alors ça veut dire quoi? C'est grosso modo, c'est moi, c'est donc l'enseignant qui fournit le support de cours. Alors ça peut être des vidéos, ça peut être, des polys. En l'occurrence, moi, c'est un poly. Hem et et donc, ça fait, du coup 10 ans qu'on travaille sur un matériel de cours qui est accessible, sous licence, libre, en ligne, donc qui est à cette adresse-là. Donc en fait, je vous le montre tout de suite, hein, le cours est ici, il est accessible à tout le monde, tout le temps. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Il y a aussi plein d'exercices. La seule chose, c'est que les solutions d'exercices il faut nous écrire pour les avoir parce qu'évidemment, pédagogiquement, c'est pas toujours la bonne idée de donner tout de suite les solutions. Donc, nous, on les donne à nos étudiants et si vous êtes intéressé, envoyez un petit mail et je vous envoie ça très rapidement. Donc, on avait un matériel de cours qui était très mature, qu'on met à jour très régulièrement avec un collègue qui s'appelle Patrick Fuchs, hein, sur lequel on travaille beaucoup, beaucoup sur ce support de cours. Et puis, on avait publié aussi une partie de ce cours sous la forme d'un ouvrage chez Duno. Et donc, en fait, voilà, cette étape d'édition nous a demandé à vraiment travailler le contenu, à réfléchir à sa pertinence. Donc, en 2019, on se retrouvait avec un contenu qui était complètement à jour. Et donc, évidemment, j'ai profité de ce matériel de cours relativement mature pour l'utiliser et donc justement pas créer de vidéo pour ma classe inversée. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors, première chose, c'était les activités en amont. Je vous rappelle, la classe inversée, les étudiants doivent se familiariser avec le matériel pédagogique avant la classe, chez eux, à la bibliothèque universitaire, n'importe où, mais avant la classe. Donc moi, chaque semaine, je leur demandais de lire plusieurs chapitres de cours, 2 à 3 chapitres de cours. Soit ils avaient le cours sous forme d'un polycopié qu'on leur avait distribué au début du semestre, soit ils avaient aussi accès aux cours en ligne en permanence. Alors l'intérêt, c'est que le cours en ligne, on peut l'utiliser sur le smartphone, on peut le lire dans le train, c'est assez pratique. Et le poly, on peut l'annoter, on peut gribouiller. Voilà. Donc les deux supports étaient proposés et les étudiants faisaient comme ils voulaient. Et donc, pour m'assurer que les étudiants travaillaient bien leur chapitre avant de venir en présentiel en cours avec moi, eh bien, je leur demandais de rédiger une fiche mémo. Alors cette fiche mémo, c'était quoi? C'était un résumé par chapitre, donc au format A4 recto, écriture manuscrite, à déposer sur la plateforme en ligne Moodle de l'université. Donc Moodle, c'est notre learning management system, donc c'est notre plateforme d'enseignement de l'université. Donc avant chaque cours, les étudiants devaient me déposer, devaient numériser leur fiche mémo et me la déposer sur Moodle avant le cours. Voilà, jusqu'à le cours commençait à 8h30 le lundi matin, ils avaient jusqu'à 8h30 le lundi matin pour me déposer leur fiche et une fiche par chapitre. Donc comme ça, moi, ça me faisait des preuves comme quoi ils avaient bien travaillé les chapitres. Alors,
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en présentiel? Qu'est-ce qu'on fait en cours magistraux? Donc le principe général, c'était de développer des compétences en programmation Python, mais sans ordinateur. Puisqu'effectivement, en cours magistral, on est sur des salles de cours banalisées. Il n'y a que moi qui ai un ordinateur. Les étudiants, ils arrivent juste avec leur poly, un papier, un crayon et c'est tout. Alors, pour en revenir sur les fiches mémo, moi, ce que je demandais aux étudiants sur les 10 premières minutes de cours à peu près, c'était de comparer et corriger, donc ils travaillaient en binôme, leurs fiches mémo. Donc ils s'échangeaient leurs fiches mémo et puis bah, ils devaient lire la fiche mémo de l'autre. Est-ce qu'il y avait eu des erreurs et éventuellement les corriger? Est-ce qu'il y avait des oublis importants? Et là, ils discutaient du coup de la pertinence de mettre d'une notion plutôt qu'une autre dans cette fiche mémo, hein. Et puis, par exemple, les exemples qui étaient pris, est-ce qu'ils étaient les plus pertinents. Pour vous donner une idée, un chapitre de cours chez nous, ça fait 6 à 8 pages de poly, donc imprimé, format A4. Et là, il devait résumer tout ça en juste une feuille A4 manuscrite. Donc, il fallait qu'il fasse des choix et donc il pouvait, pendant cette période, être amené à discuter de la pertinence de ses choix. Voilà, je vous montre à l'écran deux exemples. Alors, vous ne voyez pas très bien, c'est pas grave, c'est juste pour vous donner une vague idée de ce que c'est ce que j'appelais moi des fiches mémo. Donc encore comme je disais, c'est un recto, feuille A4 manuscrit. Là, l'étudiant avait choisi, d'organiser les différentes, informations par bloc, avec, différentes couleurs. Les blocs sont eux-mêmes numérotés et voilà, chacun faisait comme il voulait, et voilà à quoi ça ressemblait, pour vous donner, une petite idée. Alors, une autre chose aussi que je faisais, moi j'aimais bien faire des quiz en ligne avec, une application qui s'appelle, WooClap. En fait, c'est juste un site internet en fait, hein, qui marche vraiment très, très bien et moi j'utilisais 2 activités particulières, sur ce quiz en ligne. La première, c'était une question ouverte, c'est-à-dire que, typiquement, je demandais aux étudiants: «Ben voilà, vous avez travaillé le chapitre sur les chaînes de caractères. Est-ce que vous pouvez m'indiquer sur WooClap, toutes, les méthodes disponibles pour les chaînes de caractères?» Et ils devaient rentrer ces méthodes et puis, ben, ensuite, je transformais ces réponses en nuages de mots, enfin, je représentais ces réponses en nuages de mots et donc les réponses les plus, grosses étaient les plus fréquentes et donc ça, c'était vraiment très utile pour discuter avec les étudiants, faire par exemple de la remédiation. Donc effectivement, vous voyez sur cet écran que lower, upper, start with, ça c'est des méthodes qu'on trouve habituellement sur les chaînes de caractères, c'est tout à fait correct. Et en haut à droite, vous avez ici, power, je ne vois pas trop ce que ça fait ici et donc ça permettait de discuter avec les étudiants: «Mais pourquoi vous avez mis ça? Comment vous pouvez justifier?» et cetera. Donc ça, c'était super pour, voir ce qui avait été compris ou pas sur les différents chapitres. L'autre fonctionnalité de WooClap que j'utilisais, c'était le QCM, donc le question à choix multiples. Donc cette fois-ci, là, alors c'est pas très compréhensible pour vous, que renvoie le script toto.py. Donc j'avais écrit un petit script, et je leur avais montré le contenu du script. Je leur avais dit: «Bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça renvoie?» Et donc ils avaient 4 possibilités de réponse et ce qui était très intéressant ici, c'est que la bonne réponse, en fait, n'a pas été trouvée par la majorité des étudiants. La bonne réponse, c'est la deuxième réponse et la majorité des étudiants, en fait, a voté pour la troisième. Et donc tout de suite, ça permet de vérifier je me rends compte qu'ils n'ont pas compris un point du cours, ça me permet de faire la remédiation et discuter avec eux, pourquoi ils n'ont pas compris et cetera et cetera. Donc ça, c'est vraiment très, très bien pour faire du diagnostic. Voilà, alors voilà un petit peu donc les fiches mémo, les quiz en ligne et puis après on va voilà, complexifier un petit peu les différentes activités. Alors une activité que j'aime beaucoup moi, qui est le script à trous. Alors le script à trous, l'idée c'est, donc je propose une mise en situation, un problème. Donc moi je vais écrire le programme qui répond le script qui répond à cette mise en situation. Le programme fonctionne. Par contre, quand je distribue sous format papier, ce script et malheureusement l'imprimante a mangé, des parties du script et donc a créé des trous et les étudiants doivent, remplir, ces trous. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ça va demander aux étudiants de bien comprendre et surtout s'adapter au contexte. Ça va leur demander de lire, le script que moi j'ai écrit et de s'adapter. Ils vont devoir s'adapter à ce que j'ai écrit, aux instructions que j'ai écrites pour les compléter. Donc ça, c'est vraiment très intéressant cognitivement parlant et ensuite, il y a pas de page blanche. C'est parfois difficile quand on demande à un étudiant: «Beh, voilà, écris-moi un programme qui fait ça». Alors en fait, les étudiants ne savent pas toujours par où commencer, ils savent pas comment structurer les choses et cetera. Donc là, je leur proposais déjà quelque chose qui était structuré, mais il y avait des trous. Alors je vais vous, montrer un petit peu à quoi ça ressemble.
Alors avant de ça, l'exemple typique que j'avais fait l'an dernier, c'était la spirale. Donc en fait, vous voyez les points bleus à gauche de l'écran, bah, en fait, on a une spirale, c'est-à-dire qu'on a un rayon qui augmente progressivement et puis, bah, on est en train de tourner autour d'un point et donc ici sur 2 tours. Donc il y avait 3 compétences que moi je travaillais avec cet exercice. Le premier, c'était un petit peu de trigo de base, donc un peu de maths de base, on va dire, vraiment très basique, hein. Le deuxième objectif, c'était la capacité à lire, à écrire dans un fichier et lire aussi de l'information depuis un fichier. Et la troisième capacité, c'est l'utilisation de modules en Python. Ici, c'était le module maths pour les aspects trigonométriques. Voilà. Donc ça, c'était l'énoncé, la mise en situation. Et voilà ce que ça donnait. Donc à gauche, vous aviez une petite image qui représente la feuille que je distribuais directement aux étudiants. Et à droite, je vous ai mis un petit zoom sur la partie supérieure du script. Et donc vous voyez ici qu'il y a des blocs, des trous qu'il faut remplir. Et donc les étudiants, eh bien, ils avaient à peu près 10 minutes pour remplir ces différents trous, comprendre la logique, est-ce qu'il y avait une variable qui était créée à un moment donné, qu'on rappelait plus tard, etc., etc. Donc, ils devaient décrypter, s'adapter au contexte qui était proposé. Et puis après, ce que je pouvais proposer, c'était soit on corrigeait en grand groupe directement, soit je proposais une petite évaluation par les pairs. Donc, ils échangeaient entre leurs feuilles et puis bah, ils essayaient de corriger d'après ce qu'ils avaient compris. Et évidemment, on faisait toujours après un retour en grand groupe où on corrigeait tous ensemble. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment bien marché. Je vous le montrerai tout à l'heure. L'autre activité intéressante, toujours sans ordinateur, c'est le script tournant. Alors ça, l'idée m'est venue des tableaux tournants de Jean-Charles Caillez, qui lui, plutôt en des enseignements de biologie, en fait, regroupait donc les étudiants travaillent par groupe, ils sont devant un tableau blanc avec des feutres Velleda et puis ils répondent à un problème, souvent sous forme de schéma. Et donc, ils travaillent sur le schéma pendant quelques minutes, puis après, ils échangent de groupe. Donc, un nouveau groupe arrive sur le dessin existant et ils doivent reprendre ce dessin existant pour le compléter, etc. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Donc moi, j'ai essayé d'imaginer la même chose pour des scripts informatiques, hein. Cette fois-ci, ils travaillent individuellement, les étudiants, et de façon linéaire. C'est-à-dire qu'on va d'abord travailler sur la première partie du script, puis sur la deuxième, puis sur la troisième, etc. Donc on part toujours d'une mise en situation, d'une histoire, d'un problème. Et donc là, cette fois-ci, l'étudiant part d'une feuille vierge. L'étudiant débute la rédaction du programme. Alors, on se rend compte qu'en fait, même moi, en fait, on n'a pas du tout l'habitude d'écrire des programmes sur du papier. Et donc, c'est un très bon exercice parce qu'en fait, le langage Python, pour ceux qui connaissent, est sensible à la casse, c'est-à-dire à l'alternance des majuscules et des minuscules. Donc, il faut bien faire attention quand on écrit une instruction. Est-ce que je l'écris en majuscule? Est-ce que je l'écris en minuscule, par exemple? Il faut aussi respecter l'indentation, donc un petit décalage sur la droite pour marquer un bloc d'instruction. Et donc tout ça, quand l'étudiant écrit son programme avec son papier et son crayon, et ben, ça lui demande de réfléchir à tout ça. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis bah, au bout de 10 minutes, je dis, bah, voilà, vous échangez, vous faites suivre vos programmes à votre voisin, et puis bah, vous reprenez le programme du voisin et vous essayez de le poursuivre. Donc là, c'est vraiment très intéressant parce que ça demande, évidemment, quand vous reprenez le programme qui a commencé, enfin, dont la rédaction a été initiée, ben, vous n'avez pas le droit de tout recommencer, de tout effacer. Donc, bien sûr que non. Il faut essayer de comprendre ce qu'a voulu expliquer et écrire l'autre étudiant, et puis bah, s'adapter, éventuellement corriger s'il y a des grosses erreurs, mais en tout cas s'adapter et poursuivre la mise en situation. Donc ça, c'était des choses très intéressantes qui ont aussi donné de bons résultats, toujours sans ordinateur. Et puis, ça, c'est la dernière activité qui était la question suivante. Donc, le principe, ça, c'est vraiment pas lié à la programmation. C'est vraiment une activité qu'on trouve de façon très générale sur les pédagogies actives. L'idée, là, c'était de préparer les étudiants à un examen de QCM. Un examen de QCM, c'est je pose des questions, il y a plusieurs choix, il faut trouver la bonne réponse. Donc en fait, là, les étudiants travaillaient par groupe et ils avaient en fait sur une fiche, alors c'était pas des fiches, hein, c'était des post-it. Sur des post-it, en fait, ils écrivaient au recto du post-it une question et au verso, ils écrivaient la réponse. Et ils faisaient ça individuellement. Et puis après, en groupe, ils faisaient de l'affinage et du tri. Par exemple, ils éliminaient les questions redondantes au sein d'un même groupe. Bah, ils relisaient les questions des autres pour vérifier que les questions étaient bien posées et que les réponses étaient quand même correctes qui étaient proposées.
Et puis, bah, une fois que ce travail, cette deuxième étape était faite, en fait, ils échangeaient leurs blocs de post-it d'un groupe à l'autre et donc, par exemple, un groupe devait répondre aux questions, qui avaient été, créées par un autre groupe et donc ça marche très, très bien et pour, les inciter à travailler sur cette activité, moi, je leur avais demandé, je leur avais dit, en fait, que je récupérais à la fin toutes les fiches, tous les post-it et les meilleurs, au moins la moitié, des, questions du QCM, qui avaient lieu dans une semaine, eh bien, seraient, issues de leur production. Donc ça les a motivés et c'était très intéressant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc à gauche, l'image à gauche représente un groupe qui est en train de travailler. Vous voyez au centre de l'image des post-it ici, donc des post-it encore vierges, des post-it des questions qui ont déjà été, créées et puis, bah, là, voilà, chaque étudiant a quelques petits post-it vierges. Il est en train de créer, ses questions et ses réponses et puis à droite ici sur l'image, bah, vous avez, tout ce que j'ai récupéré à la fin de à la fin de cette session qui a duré 3/4 d'heure quand même, et bah, voilà, moi ça c'était autant de sources des questions-réponses pour mon QCM que je devais préparer, pour la semaine d'après. Et donc ça marche bien. Si vous êtes intéressé par ça, on avait, construit une vidéo, toujours avec, Sapiens, le service de formation, à la pédagogie, sur ce sujet-là, et donc voilà, je vous redonnerai le lien, tout à l'heure si vous êtes intéressé. Alors, là, j'ai parlé des cours magistraux, donc évidemment, on a aussi des travaux pratiques. Les étudiants sont en face, chacun, ils ont accès à un ordinateur, donc ils vont pouvoir enfin taper sur un clavier, taper des instructions Python. Et donc l'idée, c'était de mettre en application les notions qui ont été découvertes à la maison dans un premier temps, puis ensuite développées en cours dans un deuxième temps, et voilà, les mettre en application sur une machine. Moi, on a souvent l'idée que finalement le travail de programmation, c'est un travail très solitaire. Je pense que c'est une erreur et donc moi, j'ai voulu renforcer l'aspect social de la programmation via un travail en binôme, donc pas sur tous les exercices, hein, sur certains exercices, je demandais aux étudiants de travailler en binôme, en faisant du pair programming. Alors le pair programming, je ne sais pas si, vous connaissez le concept, c'est 2 étudiants, donc c'est un binôme qui va travailler sur un seul ordinateur et donc il y a 2 rôles qui s'échangent régulièrement. Il y a d'abord le rôle du, conducteur, donc c'est celui qui a, la main sur le clavier et la souris et qui va vraiment taper les instructions pour répondre aux problèmes, pour répondre à l'exercice. Et puis, on a aussi le rôle du navigateur qui est plutôt la personne qui va prendre un peu de hauteur sur, les consignes, de, l'exercice, qui va essayer peut-être qui va débusquer plus rapidement, les erreurs qui auraient pu être, faites, lors de la rédaction du script ou de la rédaction de la solution, qui va aussi peut-être, guider, le conducteur pour lui dire: «Attention là dans ta boucle, tu as oublié ça. Là, dans ta boucle while, normalement, il faut que tu modifies ta variable à l'intérieur, ta variable d'itération. Pense, attention, là, il faut modifier la variable. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis évidemment, les 2 rôles s'échangent, régulièrement, un exercice sur 2, par exemple. Ça donne de très bons résultats et ça oblige surtout les étudiants à discuter entre eux, et moi, je trouve que c'est vraiment, très, très, très intéressant. Alors, tout ce que je vous ai présenté, jusqu'à présent en cours magistral, eh bien, en fait, ça constitue, des évaluations formatives. C'est-à-dire qu'en fait, sur un QCM, si les étudiants voient qu'ils n'ont pas eu la bonne réponse, eh ben, c'est un indice pour eux comme quoi, bah, il faut qu'ils travaillent plus cette notion et cetera et cetera. Voilà, si on revient maintenant sur les évaluations sommatives qui me permettent de donner une note finalement à ce module, donc il y avait le QCM dont je vous ai parlé tout à l'heure, où les étudiants ont contribué à la construction de certaines questions et de certaines réponses. Et puis, ils avaient aussi je les ai évalués aussi sur 2 aspects, enfin sur l'aspect de production de programmes pour répondre à des mises en situation authentiques. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la chimie et la bioinformatique. Donc ils avaient un projet fil rouge. Alors, ça, ils ont travaillé pendant 2 mois en autonomie sur un certain nombre de problèmes que j'avais sélectionnés sur une plateforme de bioinformatique qui s'appelle Rosalind. Je vous ai mis le lien, sur la diapositive et donc là, j'avais, moi, défini un certain nombre de problèmes et j'avais dit: «Bah, voilà, vous allez devoir traiter ces problèmes-là» et c'est la plateforme qui évalue automatiquement, si les étudiants ont répondu correctement ou pas. Et donc c'est vraiment, c'est gratuit, hein, et c'est vraiment une plateforme très intéressante avec plein d'exercices, mais liés, autour de la biologie, enfin surtout de la bioinformatique. Et puis, ils avaient un examen final sur table en présentiel. À l'époque, on pouvait les faire, où pendant 2 heures, en fait, ils devaient répondre à un certain nombre de mises en situation, un certain nombre de problèmes.
Donc ils ont accès à leurs documents papier uniquement, donc le poly et les fiches mémo, mais pas à Internet et évidemment ils ne peuvent pas échanger entre eux. Voilà. Voilà pour l'évaluation sommative. Alors, s'il y a des questions dans le chat, non, ça a l'air d'aller. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, Pierre, qu'est-ce que c'est? Oui. excuse, là, tu nous présentes pas mal cette classe inversée que tu as faite il y a 3 ans, il me semble, Non, l'an dernier. l'an dernier. Tu n'as pas eu encore à t'adapter au contexte de distance, finalement. Non, mais je te présenterai deux moyens de s'en sortir juste en diapo finale. C'est génial. Merci. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors voilà, j'ai demandé aux étudiants de répondre à une évaluation de l'enseignement par les étudiants et j'aurais demandé comment avez-vous apprécié les activités suivantes. Et donc finalement, donc, 1, ils n'ont pas du tout aimé, 5, c'était top. Et donc en fait, ce qu'ils ont préféré, si on regarde bien, bah, c'est les quiz et les nuages de mots sur WooClap. C'est les scripts à trous, c'est le script tournant et la question suivante, là, les petits post-it avec les questions et les réponses. Ce qu'ils ont moins aimé, c'était les fiches mémo, ça j'y reviendrai, et les associations d'idées ou de concepts. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais rapidement, c'était en début de séance, je leur demandais d'associer un concept de programmation à un objet ou un concept de la vie courante, comme s'ils devaient expliquer un concept de programmation à quelqu'un qui ne connaît rien à la programmation. Je vous donne un exemple, par exemple la liste, les listes en Python ou peut-être dans n'importe quel langage de programmation finalement, eh ben, on peut assimiler ça à des meubles avec plein de petits tiroirs, et chaque tiroir, c'est un élément de la liste. Voilà, grosso modo, comment on peut représenter, comment on peut imager finalement ce que c'est qu'une liste. Et donc ça a moyennement marché. Je pense que ils n'ont pas trop apprécié visiblement. Bon, j'ai pas exactement compris pourquoi. Concernant les fiches mémo, moi, ça m'intéressait beaucoup. Alors, il y a des étudiants qui me disaient, donc ça, c'est des commentaires plus libres, hein, je pense qu'il faudrait donner un fiche squelette pour les fiches mémo. Alors, il y en a qui étaient vraiment perdus. C'est cette angoisse de la page blanche, on a embêté certains. Et effectivement, résumer un chapitre qui fait 6, 8, 10 pages en une page recto, c'est extrêmement difficile. Et donc, certains étaient un petit peu embêtés avec ça. D'autres, finalement, disaient qu'ils en avaient un petit peu, un peu marre d'échanger leurs fiches pour voir si l'autre avait écrit ça correctement. Ça, c'était aussi, voilà, c'était des choses qui modéraient un peu les fiches mémo. Et puis, bah, j'avais aussi des retours contrastés, des étudiants qui disaient: «Bah, voilà, sans les fiches mémo à faire, je n'aurais jamais lu le poly correctement». Ah, sans blague. Heu, et donc c'était un peu l'objectif quand même, hein, c'était qu'ils lisent leur chapitre. Effectivement, c'est toujours le risque de la classe inversée, c'est de mettre à disposition du contenu, mais que ce contenu ne soit pas travaillé par les étudiants. Et donc grosso modo, voilà, moi c'est vrai que je retiens beaucoup aussi ce commentaire qui disait que finalement l'interactivité, les étudiants ont bien apprécié cette interactivité qui était rendue possible par la pédagogie inversée, c'était le but, hein, effectivement. Et voilà, ils ont bien aimé les activités en groupe de manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Alors, bah, cette année, là, en ce moment, je suis en train de faire l'enseignement. Alors, pour plein de raisons de logistique, je suis passé de programmation Python 1 à programmation Python 2, donc qui s'adresse à des étudiants qui sont un petit peu plus alertes, on va dire, sur la notion de programmation, qui ont voire déjà fait de la programmation. Donc, j'ai gardé la plupart de ces activités, mais j'ai quand même pas mal adapté. Et puis, ben, on a le distanciel qui nous est tombé dessus. Donc voilà 2 activités distancielles proof que je suis en train d'expérimenter avec les étudiants. Donc j'espère que je vais répondre à la remarque qui m'a été faite précédemment. Alors, heu, là, moi, j'aime beaucoup cet aspect de construction de questions de QCM par les étudiants et qui répondent aussi à leurs questions. Et en fait, alors, si vous avez l'outil qui s'appelle Moodle, en fait, il y a une activité dans Moodle qui s'appelle Student Quiz qui fait exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants créent eux-mêmes des questions avec différentes réponses. Et en fait, ensuite, les autres étudiants testent eux-mêmes ces questions-réponses et ils peuvent donner une petite note avec des étoiles, un commentaire en disant bah, je comprends pas cette question-là, elle est quand même vachement ambiguë, voilà. Et ça marche très 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 bien et ça a pas mal stimulé les étudiants. Donc ça, c'est vraiment un super outil, mais qui est lié encore une fois à Moodle et je suis pas sûr que vous ayez tous Moodle. Et puis bah, le projet que je suis, voilà, qui a lieu en ce moment, qui est le projet tuto.
Donc en fait, je me suis dit que finalement nos étudiants ou nos élèves, ils ont vu, beaucoup de vidéos pendant ce confinement, pendant ces enseignements à distance. Hem et j Que ce soit d'ailleurs des vidéos de cours ou des vidéos, sur YouTube comme on en trouve beaucoup. Et finalement, je leur ai demandé de et par ailleurs, j'étais un peu embêté parce que sur ce niveau un petit peu avancé en programmation Python, il y avait plein de notions que moi j'avais pas le temps de couvrir parce que voilà, c'était pas possible, mais qui pouvaient être intéressants dans des cursus spécialement plutôt de chimie informatique, de bioinformatique et cetera. Et donc j'ai proposé aux étudiants de ce projet tuto qui consiste en fait à faire un tutoriel vidéo sur une fonctionnalité Python qui n'est pas abordée en cours. Alors évidemment, j'ai balisé un certain nombre de fonctionnalités, la visualisation de données avec Matplotlib, avec Plotly, avec Bokeh, faire des dashboards avec Streamlit, l'utilisation d'expressions régulières, l'analyse d'images avec, Scikit-Image ou des bibliothèques comme Pillow, voilà, ce genre de choses, des choses qu'on n'a pas le temps de faire en cours. Et donc ils travaillent en équipe et puis, ensuite je fais, leur proposer une évaluation par les pairs. Alors l'intérêt de l'évaluation par les pairs, en fait, c'est qu'ils vont devoir aller voir les tutoriels vidéo des autres et donc ils vont se former aussi, sur les productions des autres étudiants. Donc voilà un petit peu ce qui a lieu encore et ça, c'est Distanciel Proof. Donc je vous remercie, il reste un petit peu de temps pour les questions. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon adresse email à l'écran, vous avez aussi, mon handle Twitter et ce diaporama et plus encore est déjà disponible sur internet à cette adresse-là que je vais mettre, sur, le chat. Et en fait, voilà, sur mon blog, vous avez déjà tout, y compris, la présentation, parce que le diaporama que vous avez vu, il est déjà ici, là. Et vous avez, ici, j'ai essayé de réécrire un petit peu ce que je voulais vous raconter. Alors, c'est pas les mêmes mots, hein, mais grosso modo, ça reprend toutes les ressources que j'ai utilisées. Vous allez, tout retrouver. Voilà, et ça, c'est un exemple de pair programming. Donc, vous avez toutes les ressources que j'ai pu vous montrer, et y compris un petit peu de bibliographie, de webographie si vous êtes, intéressé. Donc voilà, donc sur cette adresse-là que j'ai mis dans le chat, cupnet.net, /python-ci comme classe inversée -2019, eh bien, vous avez, un ensemble, toutes les ressources, y compris le lien vers mon cours, enfin voilà, vous avez, tout ce que y compris le lien vers mon syllabus. Je crois que j'ai mis mon syllabus quelque part. J'ai aussi fait récemment une vidéo d'introduction à la programmation, sur les concepts de programmation. Donc voilà, je vous laisse explorer tout ça si vous avez besoin et n'hésitez pas maintenant pour les questions.